C'est l'histoire de 3 personnalités de premier plan qu'on a tenté d'assassiner. Qui veut la mort de Louis XIV, Jean Jaurès et Henri IV ? Ces crimes révèlent une vérité terrifiante sur la société de leur temps, qu'ils aient atteint leur cible ou non. Empoisonneuses, follenkristes ou nationalistes convaincus, les meurtriers ne sont souvent que les bras armés de forces bien plus obscures. Car la disparition de ces grands hommes sert les intérêts politiques de leurs opposants. Chaque épisode remonte le fil de l'histoire pour mettre à jour les véritables commanditaires de ces meurtres. Vous écoutez Les grands crimes de l'histoire, Louis XIV et l'affaire des poisons. Première partie. Tout commence par une affaire qui, petit à petit, va prendre de l'ampleur et devenir un scandale d'État. Ce 31 juillet 1672, au cœur de l'été, un homme meurt d'une mort étrange en plein Paris. Il y a eu une explosion. Agnès Walsh, historienne. Une très très grosse explosion qui a endommagé un laboratoire d'alchimie et qui a coûté la vie à l'alchimiste qui était le chevalier de Sainte-Croix. Un alchimiste. Autrement dit, ce chevalier de Sainte-Croix maniait des substances chimiques, voire toxiques. Comme le défunt était particulièrement endetté, Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction. On faisait à l'époque ce qu'on appelait un inventaire. Chez lui, les policiers découvrent une mystérieuse cassette. Une cassette sur laquelle est écrit « à n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise ». On découvre des courriers de la marquise de Brinvilliers qui laissent assez peu de doute sur la nature de ses activités. La marquise de Brinvilliers a écrit des lettres d'amour au chevalier de Sainte-Croix. Et également, il y a des reconnaissances de dettes. Donc assez vite, il y a une suspicion qui naît parce que une femme amoureuse d'un homme étant sa maîtresse, ayant besoin d'argent, voilà, d'un homme qui en plus manie des substances un peu dangereuses, il va y avoir tout de suite une alerte concernant cette femme en se disant mais après tout, que demandait-elle au chevalier de Sainte-Croix pour prix de cet argent ? Les deux amants s'étaient disputés, il y avait des tensions dans ce couple infernal. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur de l'affaire des poisons. De sorte que Sainte-Croix, empoisonneur, mais aussi qui craignait pour sa propre vie, avait commencé à conserver des documents, des fioles, des lettres de la marquise, au cas où celle-ci attenterait à ses jours. Sainte-Croix décide de protéger ses arrières. Maître Cathy Richard, avocate pénaliste. Et conserve précieusement des éléments contre elle, avec un petit mot, à n'ouvrir qu'en cas de mort. Et surtout, à n'ouvrir que si je décède avant elle. Mais alors, que faisait cette femme de la noblesse avec un homme aussi controversé ? Qui est donc cette marquise de Brinvilliers ? La marquise de Brinvilliers, c'est Marie-Madeleine d'Aubray, qui est la fille du lieutenant de police de Paris de l'époque, donc qui est un personnage, son père, considérable, qui a des fonctions, on pourrait dire, de préfet de police de Paris. Madame de Brinvilliers va faire un mariage de raison. Vous savez, à l'époque, les filles, on ne leur demandait pas du tout leur avis. Catherine Hermarie-Vieille, historienne et autrice de La Marquise des Ombres. Son père la pousse beaucoup à épouser Antoine Gobelin de Brinvilliers, puisque son père est un ami personnel. Donc l'affaire était faite entre les pères. Il suffisait que l'affaire ensuite se fasse du côté des enfants. L'affaire se fait, mais avec le temps, la marquise est de moins en moins heureuse auprès de son mari. Elle aura 3 enfants légitimes. Et il est toujours parti, puisqu'il est officier lui aussi, donc il est très peu souvent au logis, et elle va avoir une vie un peu ennuyeuse. Et elle est horriblement déçue, parce que cette femme qui est extrêmement énergique, qui en veut, comme on dit maintenant, pense que finalement elle est en train de passer complètement à côté de la vie. Elle est là, elle a ses enfants, elle a bien sûr de l'argent, mais c'est pas ce qu'elle attend. Elle attend quelque chose qui la fasse vibrer. Quelques années plus tard, surgit
Sainte-Croix, qui devient amie du mari et qui progressivement tourne autour de la marquise de Brinvilliers. Et c'est comme ça que est introduit un peu le loup dans la bergerie. Sainte-Croix. Il a quitté l'armée et il vit d'expédients. C'est un chevalier d'industrie qui est en relation avec beaucoup d'alchimistes, de sorciers. Il est très ambitieux. Il est certainement pas encombré par une conscience morale chatouilleuse. Il veut arriver. Il est très séduisant et il le sait. Et il veut arriver par différents moyens, dont la séduction. Et il est beau, il est grand, il a des grands yeux noirs, il a une jolie bouche, il a des belles dents. Et effectivement, c'est un très bel homme. Et puis, je pense qu'en tant que Gascon, il a la parole facile. Donc, il doit faire des compliments qui plaisent aux dames. Et il séduit tout de suite Madame de Brinvilliers. La passion s'installe. Le problème, c'est que la liaison adultérine entre la Brinvilliers et son aventurier finit par s'ébruiter. Et lorsque le père de la marquise l'apprend, il est furieux. Redobray, qui n'est pas idiot, il sait que cet homme est un aventurier, qui demande sans arrêt de l'argent à Marie-Madeleine. Et comme il est lieutenant civil, il a tous les pouvoirs de police et il le fait embastiller. Le père veut montrer à sa fille qu'elle n'a pas à se conduire comme ça quand elle est la fille d'un personnage important et en vue. Pour mettre fin à cette liaison scandaleuse, le père de la marquise prend une décision radicale. Il fait enfermer Gaudin de Sainte-Croix à la prison de la Bastille. À la Bastille, notre ami Jean-Baptiste de Sainte-Croix va connaître le plus grand spécialiste des poisons, peut-être d'Europe, qui est italien et qui s'appelle Exili. Exili, grand spécialiste des poisons, il aurait donc appris en prison comment distiller, comment fabriquer des poisons qu'on ne décèle pas. Lorsqu'il sort de prison, le chevalier de Sainte-Croix se précipite dans les bras de la marquise de Brinvilliers, mais il a maintenant tout le savoir des empoisonneurs et tout le savoir des alchimistes, alors qu'il va mettre à son profit pour faire de l'argent. Donc en fait, c'est un vendeur de drogue, on pourrait dire. Un vendeur de drogue et un homme rancunier. Sitôt libre, le chevalier de Sainte-Croix n'aspire qu'à une seule chose, faire payer le lieutenant civil de Redobray. Très vite, le couple infernal décide d'empoisonner le père pour se venger. C'est l'alchimie d'un couple. Lui, il a les connaissances et il a les moyens. Et elle a l'envie. Elle a la nécessité. Elle a plus d'argent, c'est-à-dire que Sainte-Croix l'a ruiné complètement. C'est un homme d'affaires pas honnête, je dirais un peu un Madoff de l'époque, et qui fait qu'il a toujours besoin d'argent, qui déshabille Pierre pour habiller Paul. Et Sainte-Croix, lui, effectivement, lui dit « Mais Marie-Madeleine, vous avez votre père qui est riche, il n'est pas jeune, il est fatigué, et son héritage nous sauverait la vie. » Tuer ce père qui l'empêche d'aimer, et par la même occasion, faire main basse sur son héritage. La marquise de Brinvilliers se laisse convaincre. Tuer, c'est pas toujours facile. Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. Il y a du sang, il y a des cris, il y a un corps à corps, ça met du temps. Rien de tel avec l'empoisonnement. C'est un crime à distance, c'est un crime masqué, secret, et donc qui ne requiert pas de force physique. Et Marie-Madeleine va mettre un acharnement stupéfiant. D'abord à préparer des doses de poison, de façon à empoisonner tout doucement, lentement, son père, sans qu'on puisse s'inquiéter. Et en faisant des expériences à l'Hôtel-Dieu, en allant voir les malades, en leur portant des confiseries, et puis en leur demandant de boire un petit verre. Et c'est comme ça qu'elle a surveillé, de façon clinique, les effets du poison. À l'époque, en fait, souvent on utilisait des poisons type arsenic, tout simplement, parce que ça mime un peu les symptômes du choléra. Jean-Claude Alvarez, toxicologue. Vous avez des troubles digestifs, vous avez des crampes abdominales. La personne mourait de problèmes abdominaux et donc on pensait qu'il était mort du choléra.
L'arsenic n'a pas d'odeur, l'arsenic n'a pas de goût, l'arsenic est totalement transparent quand on le met dans un liquide, donc c'est un poison qui est totalement invisible. Docteur Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. Voilà, on ne se rend pas compte qu'on est intoxiqué à l'arsenic, donc c'est un peu un poison idéal. Un poison diaboliquement efficace. En septembre 1666, le lieutenant civil meurt en laissant derrière lui une fortune considérable. Il y a ensuite l'ouverture du testament. Et là, horreur, Redaubré, qui savait donc qu'elle était sous l'emprise d'un aventurier et d'un homme malhonnête, lui donne une très petite part d'héritage. Il laisse tout le reste à ses petits-enfants et à ses fils. Et Sainte-Croix lui dit, maintenant, il faut avoir l'argent de vos frères. 5 mois plus tard, à l'automne de cette année-là, c'est le frère qui lui aussi disparaît. C'est là qu'on retrouve, je dirais, un croisement entre la figure historique de l'empoisonneuse et la figure contemporaine de la tueuse en série. Car dans la foulée, le second frère, le plus jeune, s'éteint lui aussi mystérieusement. Voilà qui fait beaucoup de morts dans l'entourage de la marquise. La police s'interroge et enquête. Au XVIIe siècle, on pratiquait déjà des autopsies quasiment au sens moderne, contemporain de la chose. C'est-à-dire que le corps était soit autopsié sur place, soit ramené à un endroit, étalé sur une table, et ensuite il était d'abord inspecté. Tous les orifices étaient regardés, on voyait s'il n'y avait pas des lésions traumatiques, des plaies par arme à feu, par arme blanche, des traces de strangulation, d'étranglement, etc. Et puis, ensuite, on pouvait aller jusqu'à une ouverture de cadavre. Donc, l'autopsie proprement dite. On faisait des autopsies macroscopiques, c'est-à-dire que le médecin légiste regardait les effets qu'il y avait pu y avoir, mais il n'y avait pas de toxicologie de réaliser. Aujourd'hui, on fait non seulement une autopsie macroscopique, c'est-à-dire que le légiste va déterminer, notamment s'il s'agit d'une cause naturelle du décès, mais en plus, on va faire une batterie d'examens qui vont permettre de déterminer, notamment s'il y a eu intoxication. Mais avec les connaissances scientifiques de l'époque, bien sûr, impossible d'établir la moindre certitude. Mais les conclusions, ce seront des morts suspectes. Et donc, il faut aller plus loin et essayer d'aller enquêter chez les marchands de poison. Gaudin de Sainte-Croix étant un marchand de poison, les policiers commencent bien entendu par faire son entourage. Et très vite, ils s'intéressent à son valet, un certain Lachaussée. Le valet de Sainte-Croix, Lachaussée, est arrêté. Il est arrêté parce que l'homme est un peu trouble. Et là, donc, il va se répandre en accusation contre la marquise de Brinvilliers en disant qu'elle fréquentait donc Sainte-Croix, qu'elle lui achetait des poisons. C'est la première fois qu'on soupçonne des pires vilainies, des pires atrocités, et c'est la vérité, des gens de grandes conditions, et de voir qu'on peut être de sang noble et être en même temps un assassin. La marquise de Brinvilliers achetait des poisons. Autrement dit, elle a très bien pu assassiner son père et ses frères. Il faut donc l'arrêter au plus vite. Seulement voilà. Madame de Brinvilliers apprend que Sainte-Croix est mort et elle s'affole immédiatement. La marquise de Brinvilliers va prendre la fuite quand elle voit la tournure que prennent les événements. La marquise en fuite, il faut donc faire parler davantage Lachaussée, le seul suspect qu'on ait sous la main. Pour les interroger, je dirais, avec un maximum de cynisme, c'est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas connaissance de la procédure, on met les brodequins aux gens, et même s'ils n'ont rien fait, puisque l'aveu est la reine des preuves, eh bien, ces tortures-là aboutissent à obtenir de manière quasi-systématique des aveux. Vous savez, les brodequins, c'est assez affreux, c'est-à-dire on vous met la jambe entre deux planches de bois et puis on met des clous, c'est-à-dire que de plus en plus serrés. Et il y a un moment donné où c'est intolérable, quand les deux planches de bois ont écrasé toutes les chairs et se rapprochent de l'autre. Enfin, c'est apparemment épouvantable. Et sous la torture, Lachaussée craque.
Alors, la Chaussée a tout dit, oui. Il a dit comment son maître fabriquait les poudres de succession, qu'il les connaissait, qu'il en avait fait, qu'il les faisait distiller dans des cornues, qu'il les réduisait en poudre. Enfin, tout le processus de fabrication d'un poison. Et puis lui, si Sainte-Croix lui disait maintenant tu vas donner une petite tisane à monsieur ou madame Attel qui nous a donné une belle somme, vas-y, et il est allé. T'es un exécuteur, un exécutant. La Chaussée est condamnée à mort par l'un des pires supplices, celui de la roue. On met le prisonnier sur une roue de charrette avec les bras en X. Et là, le bourreau, avec une barre de fer, va frapper 11 fois son corps, les jambes 2 fois, les cuisses 2 fois, les bras, la poitrine. Donc le condamné est fracassé. C'est horriblement douloureux. Et puis ensuite, eh bien, on met cette roue sur ce qui était un échafaud et on laisse mourir. Alors il y en a qui meurent tout de suite. Et puis il y a des malheureux qui ne meurent pas tout de suite et qui mettent 24 heures à mourir. Et à ce moment-là, les prêtres des paroisses environnantes viennent leur donner un peu à boire. Et puis les gens viennent voir, ils sont curieux. Tiens, il n'est pas encore mort, tiens, il respire encore. C'est épouvantable. Le valet de Sainte-Croix est mort, mais bien sûr, les investigations continuent. Et Louis XIV, en personne, s'empare de l'affaire. Alors le roi demande à ce que Madame de Brinvilliers soit arrêtée au plus vite pour qu'elle parle, pour qu'elle raconte tout ce qu'elle sait. Le problème, c'est que la marquise de Brinvilliers reste introuvable. C'est donc en son absence qu'elle est jugée pour l'assassinat de son père et de son frère, et sans autre forme de procès, elle est condamnée à mort. Il y a quand même à la base le fait que les femmes font peur. Serge Portelli, avocat et magistrat honoraire. On s'aperçoit que les femmes, finalement, ont un pouvoir un peu de vie et de mort sur les hommes. Voilà. Donc ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, et il faut, d'une certaine façon, il faut remettre ces femmes à leur place. Le roi confie la suite des investigations au plus grand flic de l'époque, le premier lieutenant général de police de Paris, Gabriel Nicolas de La Reynie. Pour moi, La Reynie, c'est un peu un enquêteur fou. Il a conçu le métier d'enquêteur, de policier, à partir de bases, j'allais dire, un peu élémentaires. Il fallait un certain nombre de structures, de secteurs administratifs, mais en même temps, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui ne rechignait pas devant les méthodes les plus odieuses. Il va avoir des espions, il va avoir des mouches, il va avoir des balances, il va avoir toute une organisation presque moderne de la police, des indicateurs. Et il va ratisser tout ce pari louche, ce pari des escrocs, des voleurs, de tout niveau. C'est un rouleau compresseur. Et pendant qu'il traque la marquise de Brinvilliers, La Reynie décide en parallèle de frapper un grand coup dans la capitale. Paris, à l'époque, c'était effectivement une ville où finalement l'insécurité régnait matin, midi et soir. René-Georges Quéry, ancien commissaire de police. Avec ces fameuses cours des miracles où les gens sortaient maquillés, déguisés, pseudo-clochards, pseudo-handicapés pour ensuite redevenir des gens normaux, d'où l'expression cours des miracles, mais avec derrière les viols, les agressions, les meurtres, les assassinats. Cette cour des miracles, ça faisait quand même tâche, et à l'époque, le roi habitait encore à Paris. Versailles n'était pas terminé, donc dans sa conception de sa splendeur, ça ne pouvait pas aller. Nicolas de La Reynie, en mettant en place un maillage territorial, une espèce de police de proximité de l'époque, c'était déjà ça, avec ses informateurs, eh bien, avait les informations lui permettant d'agir vite, d'agir bien, d'agir au bon endroit, d'aller frapper au bon endroit pour procéder aux interpellations, à la neutralisation des voyous et des malfaiteurs. Et ça a incontestablement eu un impact sur la sécurité à Paris. La Reynie est aidé par M. Desgrais. Desgrais, le second. C'est un homme discret, comme tous les gens efficaces dans la police. C'est un homme actif, c'est un homme qui a beaucoup de volonté. C'est lui qui va consulter les addicts, les mouches, les balances, tout ça. Il a de contact avec tout ce petit monde parisien, les prostituées qui collaborent. Enfin, c'est un homme d'action, c'est l'homme de main. La Reynie et son premier couteau étaient des gens qui savaient y faire, qui savaient manipuler les informateurs. Et une des bases essentielles de l'activité policière, c'est d'avoir des renseignements
renseignements. Où peut se trouver la marquise de Brinvilliers? Et je crois que la Reynie, comme ça arrive parfois à des juges ou à des policiers ou à des gendarmes, s'est dit c'est mon affaire, c'est l'affaire du siècle. Du coup, il se donne alors un corps perdu quoi, dans cette affaire. La traque de la Brinvilliers dure 3 ans. On saura que la marquise s'est d'abord enfuie vers l'Angleterre avant de se réfugier dans un couvent aux Pays-Bas. Quand on la trouve dans ce couvent, elle est cloîtrée, elle est cachée et elle a écrit tout ce qu'elle a pu écrire et révéler. C'était dans un esprit vraiment de encore plus faire pénitence. On découvre une nouvelle cassette dans laquelle elle explique, alors que elle est une femme de très mauvaise vie et que surtout elle a été violée par ses frères quand elle était petite. Donc tout ça est extrêmement glauque. Il faut noter que la maman de Marie-Madeleine d'Aubray est morte, donc quand Marie-Madeleine avait 11 ans, et que Marie-Madeleine avait un secret. C'est que vers l'âge de 8-9 ans, elle a été abusée sexuellement par son professeur de dessin, et ça l'a évidemment beaucoup marquée. C'était une époque où on ne parlait de rien, où le péché n'était plus sur celui qui recevait que sur celui qui donnait, donc elle se sentait une grande pécheresse, et elle avait peur que sa maman soit morte pour la punir. Mais en même temps, elle a découvert, en tant que petite fille, la puissance des femmes sur les hommes, et comment la sexualité pouvait rendre les hommes malheureux, tremblants, et elle va s'en servir plus tard. Au départ, c'est une femme malheureuse. C'est une femme qui est dans un milieu d'hommes, donc c'est une jeune femme qui va avoir dû forcément se survivre. C'est une survivante. Voilà. C'est une survivante psychologique. Aujourd'hui, on prend en compte la souffrance psychologique. À l'époque, on pensait même pas qu'on pouvait être victime. Elle n'était même pas victime. Victime ou pas, la marquise de Brinvilliers va devoir rendre des comptes à la justice. On la ramène à Paris. Sur le chemin du retour, elle veut se suicider. Elle avale des épingles. Et ça n'a pas d'effet. Je pense que ça ne s'est pas planté là où elle pensait que ça se planterait et elles doivent être évacuées. Bref, elle ne meurt pas. Celle-ci va tenter de se suicider à plusieurs reprises en mangeant des morceaux de verre, en s'enfonçant un bâton dans l'utérus. Elle veut se tuer et tout cela, bien entendu, est très accusateur. Et puis, on prend sur elle une confession. Une confession dans laquelle la marquise avoue tous ses crimes. Elle reconnaît au début une complicité, ensuite, enfin, elle reconnaît complètement les faits. Elle raconte donc que de sa main, elle a empoisonné, elle a fini, j'allais dire, de faire passer son père de vie à trépas. Et puis, pour ses frères, qu'elle a donné complètement le feu vert à Sainte-Croix, qu'elle lui a dit, oui, maintenant, c'est eux qui ont l'héritage, on a besoin d'argent, on est ruiné, je vais être obligée de mendier mon pain dans la rue, il n'en est pas question. Donc oui, on y va. Malgré ses aveux, et bien qu'elle ait été condamnée à mort par contumace, la marquise n'échappe pas à la question. On va quand même, avant de l'exécuter, la torturer. C'est les procédures habituelles. On lui fait boire 3 bacs remplis d'eau. Elle est étendue, nue, attachée, et puis on lui verse de l'eau, donc c'est un supplice abominable. Tous les tissus sont prêts d'éclater. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour une petite femme. Donc évidemment, elle étouffe, elle veut vomir, recracher, c'est pas possible, on lui referme la bouche. Enfin, c'est abominable. Qui a déjà ne serait-ce que trop mangé, trop bu et s'est senti bien pour parler? Il faut imaginer quand même qu'on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et surtout, pourquoi? On avait inventé, avec une finesse, une ingéniosité sans égale, des méthodes toujours plus horribles pour faire avouer. Elle était nue, voilà. Donc on voit bien que c'est pas simplement la cruauté physique, il y a aussi un côté sexuel, enfin vraiment de plaisir, voilà, du côté de ceux qui infligeaient la torture. Après des heures de sévices, la marquise est préparée pour son exécution.
Elle est confiée aux mains d'un prêtre, l'abbé Pirot, qui essaye de ramener cette chrétienne gravement pécheresse vers la foi. Au contact de l'abbé Pirot, qui est un homme extraordinaire, qui va la réconforter, elle va petit à petit devenir une autre femme, c'est-à-dire qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle a fait, elle va demander pardon, et elle demande à l'abbé Pirot de la préparer pour la vie éternelle. Et elle est très rapidement condamnée à avoir la tête tranchée. Mais d'abord, la marquise de Brinvilliers est conduite sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Le coupable devait faire amende honorable vis-à-vis de Dieu. Donc il tient une grosse chandelle à la main et il est à genoux devant le parvis de Notre-Dame et il demande pardon pour ses crimes. On l'a fait traverser Paris. Et alors, la foule est là, à la fois fascinée, écœurée. On la condamne, on lui crache dessus, on l'admire. Enfin, bon, elle est un animal en cage, hein. Toutes les fenêtres sur les chemins ont été louées par des grandes dames pour voir passer la marquise de Brinvilliers, dont Madame de Sévigné, qui était à une fenêtre pour se régaler du passage de la marquise de Brinvilliers vers l'échafaud. Et surtout, on va lui épargner le feu. Enfin, on va lui épargner le feu vivante. C'est-à-dire que comme elle est d'un milieu de la noblesse, c'est pas elle qu'on respecte. Hein. Attention, c'est pas elle qu'on respecte. C'est l'idée de la noblesse. Donc, on ne va pas la brûler comme une vulgaire sorcière, puisque c'est une sorcière, mais pas vulgaire. Mais Madame de Brinvilliers est noble. Les nobles sont toujours décapités. Toujours. Quand elle monte enfin sur l'échafaud, la suppliciée fait preuve d'un courage surprenant. Elle impressionne quand même la foule qui aime bien se repaître du sang, mais là, il y a quand même un peu une sorte de retenue. D'ailleurs, la légende ou l'histoire, je ne sais pas, dit que le bourreau a caché longtemps son couteau. Et là, on lui coupe le col de la chemise, on lui coupe les cheveux, bien entendu, et elle pose la tête sur le billot. Et là, le bourreau réussit très bien son coup parce qu'il la décapite en un seul coup de hache. Alors que ce n'était pas toujours le cas. Et quelquefois, il s'y reprenait à 3 fois. Et on a même connu des gens qui étaient un petit peu coupés et qui arrivaient à se lever et à essayer de s'enfuir. Donc on les ramenait et on les remettait la tête sur le billot. Et puis une fois qu'elle est morte, en revanche, là, le statut de noble a disparu. Là, on va pouvoir brûler son corps et éparpiller ses cendres à tous les vents. On ne sait jamais, il ne faut pas que ces cendres fassent l'objet d'une dévotion, ne serait-ce qu'elle reste un peu elle-même. Non, on éparpille. Et Madame de Sévigné dit, maintenant nous respirons tous ces cendres de Madame de Brinvilliers et nous aurons tous des petites humeurs empoisonneuses. Elle ne croyait pas si bien dire, puisque l'affaire Brinvilliers, en fait, c'est le prologue de l'affaire des poisons. Car, ultime rebondissement, juste avant de mourir, la marquise de Brinvilliers a demandé un entretien privé avec le procureur général du Parlement de Paris. Elle dira, pour soulager sa conscience, selon son expression, que finalement, il y a beaucoup de gens dans Paris qui empoisonnent, qu'il y a des 400 empoisonneuses et qu'on ferait bien de se méfier de toute cette engeance-là. Plusieurs centaines d'empoisonneuses dans Paris, voilà qui donne le tournis. Donc ça crée évidemment une ambiance, à mes yeux, de ce que j'ai pu lire, quasi paranoïaque. Enfin, ils étaient un peu tous fous, quoi. Les esprits s'échauffent et on imagine même qu'il puisse y avoir un complot contre le roi. Et effectivement, les esprits ne parlent que de cela parce que le crime, l'affaire, implique les plus hautes sphères du pouvoir. Elle montre aussi finalement la précarité de la vie humaine, même du roi absolu. Et donc les petites gens, finalement, sont peut-être un peu consolés de voir que le roi Soleil lui-même aurait pu périr d'un poison qui était caché. Donc c'est une affaire, effectivement, qui jette une sorte de psychose. Et en attendant de découvrir qui pourrait en vouloir à la vie du roi, il faut à tout prix le protéger des dangers du poison. Il y avait des valets, les pauvres d'ailleurs, qui étaient chargés de goûter les plats avant,
et on avait des petites mouillettes de pain, c'est comme dans les œufs à la coque, et on trempait dans les différents plats qu'allait manger le roi, puis on mangeait. Et puis si on allait bien, c'était que tout allait bien, mais c'était peut-être sans compter dans les effets rétrogrades du poison, c'est peut-être un peu naïf. Enfin, quand on allait bien, et le roi mangeait le plat. Les plats sont couverts, pour éviter qu'on y saupoudre du poison. Franck Collard, historien. Et le roi mange à distance des courtisans. On surveille donc étroitement la nourriture du roi, mais pas seulement. Il pouvait y avoir des empoisonnements par contact. À partir du moment où vous avez un contact avec de l'arsenic, vous en mettez dans des gants par exemple, si ensuite vous vous mettez les mains à la bouche, vous allez probablement avoir une absorption d'arsenic. Et quand on sait que les doses de ces produits-là sont particulièrement faibles pour entraîner une toxicité, ça peut largement suffire. Il y a aussi des vêtements qui peuvent être empoisonnés, qui passent à travers la peau, sachant que la peau est très très imperméable. Il faut vraiment rajouter des petites choses comme de la bave de crapaud, comme du jus de vipère, des choses qui vont irriter la peau, et en se grattant, le poison va permettre de passer à l'intérieur de l'organisme. D'où l'époque, une espèce de plan vigipirate culinaire qui a été mis en place. Même les serviettes humides avec lesquelles il s'essuyait les lèvres devaient avoir été utilisées. C'est la même chose pour le lit. Il était conseillé que des valets entrent dans le lit royal pour vérifier, non pas qu'il n'y ait pas la maîtresse qui s'y soit déjà installée, mais pour vérifier que les draps, les couvertures ne soient pas infectés. Le roi Soleil est obsédé par cette histoire de poison qui devient désormais une priorité absolue. C'est quelque chose qui le terrifie, la sorcellerie. Et quand il apprend qu'il y a des jeteuses de sorts qui circulent librement, il veut immédiatement que ça s'arrête. Donc c'est là où il dit que cette affaire doit prendre fin coûte que coûte, quoi que ça coûte, même si ça touche des grands personnages. Il y a une croyance, évidemment, dans des pouvoirs sorciers et un mélange qui nous fait remonter à l'époque ancienne, à l'Antiquité, un mélange entre le maléfice et l'empoisonnement. Il y a un terme pour désigner les deux choses que le français actuel n'emploie plus, mais qui était employé encore au temps de Louis XIV, c'est le terme de vénéfice. Le vénéfice, c'est à la fois le maléfice et l'empoisonnement. On est dans une époque de chasse aux sorcières, oui, parce qu'on s'est aperçu que dans ce siècle de Louis XIV, qui est le grand siècle, celui de l'ordre, de la mesure, du déploiement du faste et des fastes du règne, le siècle de Descartes, de Pascal, un grand siècle de foi aussi, de Bossuet, eh bien, il y a dans Paris des gens qui vivent comme au Moyen-Âge, des sorciers, des sorcières qui font des sabbats, qui se donnent au diable. Le roi estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le diable pourrait s'emparer, effectivement, du royaume très chrétien, ce qui serait quand même un paradoxe. Et donc, son devoir, c'est de pourchasser, c'est de débusquer ces forces souterraines qui œuvrent à la destruction de la chrétienté. Vous venez d'écouter Les grands crimes de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les grands crimes de l'histoire est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Morgane. Cet épisode a été écrit et réalisé par Imen Gouali. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.